On peut peindre plusieurs fois le même tableau. On peut construire 100 fois la même maison. On ne peut jamais faire 2 fois de suite la même robe. Il n'y a pas de métier, ou plutôt, on pourrait presque dire d'art, où l'effort de création soit aussi grand. Au printemps de 1957, Christian Dior revient aux États-Unis. Il a renoncé depuis longtemps à faire le compte exact de ses voyages en Amérique, tant ils ont été nombreux depuis 10 ans. Il y est désormais le maître incontesté de la mode et de la couture, l'ambassadeur partout célébré de l'art de vivre français. Les rites sont immuables. Il présente à chaque fois une version de sa dernière collection. Avec les mannequins qu'il a emmenés de France, celles qu'il appelle ses jeunes filles ou ses chéries, mais aussi avec Alla et René, dont il n'avouera jamais qu'elles sont ses préférées. La presse américaine aime Christian Dior pour ses créations, pour la success story, pour son inépuisable courtoisie et sa proverbiale gentillesse à l'égard des journalistes. Une interview de Christian Dior est toujours reprise à travers tous les États-Unis. Mr. Dior, could you tell us about the importance of change in fashion? Oh, change is really the life of fashion. Change is a must in fashion. Each season must bring something new. It's like the season, each season is different. And fashion must never stop. But when I say so, I don't mean that it's necessary to throw out all your clothes at each season. When a dress is well made on you and on right proportions, you may keep it for years. Cette année, au bal April in Paris, le défilé éblouit encore la crème de New York et Marilyn Monroe ne préfère plus Emilio Pucci à Christian Dior. Elle prend date pour une séance de photos plus tard à Paris. Mais une fois de plus, le séjour de Christian Dior est trop rapide. Il n'a pas le temps de voir Jacques Tiffaut, le modéliste dont il a fait la carrière sur la 5e avenue. Et il ne retrouve pas Pavel Tchelitchev, le peintre célèbre, l'ami de sa jeunesse, qui vient de repartir en Italie. L'Empire Dior est un Moloch qui dévore son temps et ses liens affectifs les plus chers. Or, les tenues de bain pour dames, une nouvelle création, réclament sa présence à Los Angeles. Après une longue traversée en avion, Christian Dior accuse la fatigue qu'il ressent depuis plusieurs mois. Mais il est impossible de se dérober. L'Empire Dior réclame qu'il soit attentif aux moindres détails et qu'il encourage tous les talents. Et puis Christian Dior aime l'enthousiasme, l'optimisme des Américains. On s'arrache les tenues de bain Christian Dior, à la fois si pudiques, si élégantes, si agréables à porter, dans leur texture est douce. Mademoiselle Lana Turner
égérie superlative du glamour hollywoodien, ne vient-elle pas de commander toute la collection? À Copenhague, accueil digne des faces de la cour pour le roi sans couronne de la mode française, à l'occasion de l'inauguration d'un département Christian Dior et du lancement du parfum Diorissimo. Madame Raymonde Zenacker, bras droit et infatigable ange gardien de Christian Dior. Serge Efterlouich, le patron des parfums, l'accompagne. Telle est sa famille qui le suit partout, en ces temps où son agenda lui glisse entre les doigts. Skål, champagne, petit four et défilé. Tout doit toujours aller pour le mieux dans le monde enchanté du grand chic, où même de fraîches évadées du Jutland aux gentilles manières de jeunes filles au père se métamorphosent en fées du mannequinat. Et pour la suite, du joli conte, dîner de gala chez la sœur du roi. Habits, ponctualité, toast et compliments, c'est charmant, mais quelle fatigue. Stockholm, heureusement, c'est tout à côté. La famille royale et le gratin s'y habitent en Dior, la presse et les médias ne lâchent pas un pouce de terrain, les merveilleux musées de la Venise du Nord, ce sera pour une autre fois. Monsieur Dior själv, vad han anser om den saken. Monsieur Dior, d'abord, je vous souhaite la bienvenue ici. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Nous vous félicitons pour tous vos succès. Comment expliquez-vous ce besoin chez les femmes de suivre vos modes? Je crois que la mode est une expression de la vie, une expression assez violente et un besoin absolu qu'a l'être, l'individu et surtout la femme de se renouveler pour elle-même, pour sa joie personnelle et surtout pour plaire. Voyage, voyage, le fardeau de sa réussite internationale pèse de plus en plus lourd sur les épaules de Christian Dior. À 52 ans, alors qu'il a la sensation d'en avoir bien plus, Christian Dior rêve de se retirer en Provence. La nature, la beauté des villages, le calme de la vie rustique préservée, tout l'attire, le rassure, le repose. Il a jeté son dévolu depuis plusieurs années sur un ancien relais de poste, la Colle Noire à Montauroux, dans l'arrière-pays de Grasse qu'il connaît bien depuis la guerre. C'est un château, si l'on veut, plutôt une maison à sa mesure, point trop grande, mais assez pour y effectuer des travaux interminables. Une belle demeure, c'est une œuvre qui mérite autant d'attention et de respect qu'une belle robe. C'est là qu'il se sent le mieux, libéré provisoirement de l'angoisse torturante et à répétition de la prochaine collection, et se projetant vers un avenir où il pourrait retourner à des origines paysannes au fond largement imaginaires. Alors que la presse parisienne s'est montrée moins bienveillante que d'habitude lors de son dernier défilé, la Colle Noire lui fait tout le bien qu'il en attendait. Il est maintenant prêt à regagner Paris, son meilleur enfer, aminci, rajeuni, fourmillant de projets. Mais la Colle Noire, c'est aussi le village de Calian tout proche, où dans une petite maison de modeste apparence vit sa sœur Catherine, la petite dernière de la fratrie, dont il s'est toujours senti le plus proche. C'est pour revenir vers elle qu'il a acheté la Colle Noire, même s'il ne le dit pas comme ça. La nostalgie n'est douce que si l'on n'appuie pas trop dessus. Christian Dior, amoureux de la Provence, ne se déprendra jamais de grandes villes, ancien port des terres vases oubliées qui partaient si loin et pour si longtemps.
sa ville natale, ni de la paisible Normandie aux hommes madrés gardant leurs réflexions pour eux, son côté peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Lorsqu'il naît en 1905, Granville est une sorte de petite capitale locale, à l'ennui de Bonalois que les vents marins fouettent en vain de toute leur force. La famille Dior y est bien considérée depuis plusieurs générations, tenant pignon sur rue. L'oncle Lucien Dior est ainsi devenu ministre du Commerce après la Grande Guerre, à force de ne jamais contredire personne. On est dans les engrais, le principal fournisseur de l'usine Dior se résumant aux innombrables volatiles dont le produit des besoins naturels, le guano, recouvre des îles perdues du Pacifique. Si l'argent n'a pas d'odeur, le guano, qui vaut de l'or importé par cargaisons entières, dégage en revanche de fortes effluves lorsqu'on le transforme en produit d'utilité. En ce temps-là, la psychologie n'avait pas franchi le seuil des bonnes maisons et le mariage de Maurice Dior, qui dirige l'entreprise, et de Madeleine Martin, fille unique éduquée avec soin, correspond à tous les critères de la félicité bourgeoise. Il faudra attendre pour en savoir plus. Pour l'instant, après la naissance d'un premier fils, Raymond, c'est le petit Christian que l'on baptise à Notre-Dame dans la ville haute. C'est un enfant plein de gaieté, qui ne ressemble pas à son grand frère, nettement plus solide. On dit déjà qu'il tient surtout de sa mère, la finesse des traits sans doute. À Granville, la mer est partout, qui incite au grand voyage, à l'aventure. La ville haute est belle, mais enserrée dans des rues étroites. La ville basse, attachée au conformisme d'une société codifiée, qui respire l'air confiné de la province. Madeleine Dior en souffre, et puisqu'il ne saurait être question de vivre autrement, alors autant embrasser le grand large. Les horizons changeants, des ciels et des marées normandes. Là-haut, depuis la falaise qui surplombe Granville et qui est encore à peu près déserte. Madeleine persuade son mari d'y acheter une villa, sans attrait, mais qu'elle pourra transformer et qui dispose d'un grand terrain. Les Rumps, tel est son nom, c'est-à-dire la rose des vents, une étoile en somme, empruntée au terme de Marine. Cette idée de l'étoile qui porte chance, puisqu'elle est aussi celle de sa mère et de leur maison, Christian Dior la chérira toujours, talisman intime de toute son existence. Les Rumps, ce n'est pas une villa de vacances, mais un refuge arrimé à un rocher sur lequel se brisent les embruns et les tempêtes. Avec un goût très sûr, Madeleine y installe une demeure de famille, chaude et confortable, où Okuzaï et les oiseaux migrateurs peints sur les murs rappellent la violence des vagues, le renoncement aux envols. Madeleine a voulu cette maison, insolite et altière. Elle en fera son œuvre. En été, la vie change. Granville devient le Monaco du Nord, comme l'affirment des réclames résolument optimistes. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles venues de Paris, attirées par le bon air, des touristes anglais, un casino. Pour les enfants, c'est alors aussi le paradis provisoire des grandes vacances, que des armées de nounous promènent triomphalement lorsqu'ils sont encore petits, comme Christian et son frère, ou leur ami Serge Efterlouich. Plus grands, ils y échappent un peu à leurs parents. On les laisserait tout à fait tranquilles, qu'ils tourneraient petits sauvages. Les goûters costumés en musique offrent de sages diversions. Christian fait merveille à ces jeux-là. Il possède un don particulier pour le déguisement. Il emprunte aux revues de sa mère qui le laisse faire.
L'autre fête au pied du casino et de ses balles d'enfants, c'est la plage. La mer n'est jamais froide pour les petits nageurs intrépides. Ils y croisent aussi des enfants délurés d'un autre monde, crieurs de journaux, vendeurs de friandises. Le soleil peut taper fort en bas de la falaise et des Rumps. Quand vient l'automne, les amitiés de vacances se rassemblent une dernière fois sur la plage. Ceux qui restent, ceux qui partent, nous reverrons-nous l'été prochain? Ces arrachements, chagrins muets, renforcent l'attachement de Christian à tous ses proches. Raymond, le grand frère, bien sûr, mais aussi bientôt Jacqueline, une petite sœur de 3 ans, sa cadette. En même temps, Christian s'avère aussi solitaire qu'il est sensible. Il se réfugie auprès de Marthe, la nouvelle gouvernante, une fille de la campagne simple et bonne qui fait désormais partie de la famille. Cette famille qui s'agrandit avec tous les attributs d'une vie prospère et harmonieuse. Mais il y a une question sans réponse, presque un sujet d'inquiétude. Christian n'aime pas quitter les Rumps et l'usine paternelle lui fait horreur. Impossible de contraindre l'enfant sage à surmonter son aversion. En revanche, ce qu'il aime, ce sont les fleurs. Et d'abord celles que sa mère parvient à faire pousser sur le sol ingrat de la falaise des Rumps. Madeleine Dior élève ses enfants sans faiblesse. Mais Christian retient si avidement ce qu'elle lui enseigne, les planches des almanachs, les noms des fleurs, qu'ils en viennent à partager un domaine particulier, dont ils maîtrisent le vocabulaire, le jardinage, les projets de plantation. Madeleine Dior s'interroge parfois sur les origines de la passion heureuse qu'ils ont pour les fleurs. Cet enfant lui ressemble, il n'y a pas d'autre raison. C'est une femme aimée et entourée, mais incomprise et très seule en vérité. Il y a ce bonheur à le sentir si proche, cette anxiété à penser qu'il deviendra comme elle. Isolé sur ces hauteurs, les Rumps est aussi une sorte de cage, enclose dans ses fleurs et ses parfums. La rumeur du monde a du mal à se frayer un chemin parmi celles de la mer. Il faut donc descendre vers la vie mondaine du nouveau casino, du grand hôtel, des garden parties et du champ de course. Oui, Granville, le Monaco du Nord. Madeleine Dior est très en vue. L'épouse du directeur de l'usine à la mise toujours si raffinée, à la politesse parfaite et à qui l'on prête des penchants romanesques. À chaque fois qu'elle sort pour rejoindre une société d'inconnus, Christian se sent perdu. Il voudrait la retenir après son dernier baiser délicatement parfumé, et il l'admire de la savoir si élégante et si demandée. Après c'est l'hiver, le vent qui souffle en permanence, la mer démontée. Tant d'études, de rhumes qui n'en finissent pas, de semonces aussi parfois dans le bureau sombre de Maurice Dior. Heureusement, il y a une brèche entre tous ces jours qui se ressemblent. Le carnaval. Celui de Granville est célèbre depuis des temps immémoriaux. On accourt de toute la région pour le suivre et Christian peut replonger brièvement dans l'univers délicieux des mascarades et des déguisements. Mais il dispose maintenant d'autres références que les magazines de sa mère, les coiffes des jeunes filles des alentours. Il les observe, il les démonte quand il en a
une entre ses mains. Et plus tard, quand il sera grand, il fera de beaux voyages comme le capitaine Nemo. Il aura des palais enchantés comme dans les contes de Perrault. Il y a toujours la rose des vents, l'étoile des mers, inscrite sur le sol de la maison qui veille sur lui et son avenir. Essor de la fortune Dior, la famille s'installe à Paris. La capitale est encore toute chamboulée par le souvenir à peine sec de l'inondation. Une catastrophe presque aussi terrible que la promesse du grand soir qui rôde dans les faubourgs ouvriers. On s'installe donc en sécurité à la Muette, le quartier à la Page, avec ses immeubles haussmanniens récents qui bordent des rues désertes et ont l'air de coffre-fort. Madeleine Dior peut se lancer dans ses travaux de décoration favoris, le Napoléon III 1900, que Christian trouve encore magnifique. C'est une autre ville, au loin de l'atmosphère trépidante de l'avenue de l'Opéra et des grands boulevards. Christian ignore à peu près tout de ce qui pourrait advenir au-delà de la ligne de la Petite Ceinture et de la rue Richard Wagner qui sera promptement débaptisée. Inscrit au cours Gerson, élève sage et pieux au milieu de bons garçons catholiques. Malgré tous les bienveillants contrôles familiaux, il s'arrange pour être assez souvent seul. À la patinoire sur le grand lac du Bois de Boulogne l'hiver, au milieu d'une société mélangée. Avenue du Bois dès que reviennent les beaux jours, dans un univers plus conforme aux critères de Madeleine Dior. Dames du monde, le grand et le demi, messieurs très distingués, ballet des grands équipages pour Lady Gillespie, la marquise Casati, la comtesse Greffeuil. Christian observe les uns et les autres. Tout de même, on le sort aussi un peu. Il voit Réjeanne au théâtre et pleure toutes les larmes de son cœur lorsque Sarah Bernard meurt devant lui. En revanche, comment découvre-t-il les danses espagnoles de la belle Otero? C'est un enfant qui devine des choses qui ne sont pas de son âge. La guerre ramène la famille à Granville. Avec son intelligence aiguë, Madeleine Dior, en qui l'inquiétude est une seconde nature, prévoit qu'elle sera longue. Il faut protéger les enfants, et surtout le petit Christian, qui ne s'est pas remis d'entendre la gentille Fraulein qui s'occupait de lui, assurer gaiement qu'elle repart en Allemagne pour faire pampan contre les Français. La plage est inutile et triste, et le casino a été transformé en hôpital, où Madeleine Dior se dévoue avec les bonnes dames de Granville auprès des premiers blessés de l'hécatombe. Fini les ombrelles, les corsets, les jolies robes, les femmes remplacent les hommes. Et à l'usine Dior réquisitionnée, les ouvrières ont endossé des tenues de travail masculines. Christian, qui pensait que le chic de sa mère était un idéal absolu, découvre pour la première fois toutes les nuances de l'étoffe de l'élégance. Les temps sont troublés, raison de plus pour maintenir des règles immuables selon Madeleine Dior. Christian fait donc sa première communion. L'église Saint-Paul, qui règne comme une cathédrale sur Granville, n'a-t-elle pas mis la fortune Dior à contribution? Christian gardera toujours la foi de son enfance. Une fidélité bien cloisonnée, mais régulière et persistante au rite de l'Église. Et puisque les Rums, c'est plus que jamais un îlot de résistance contre le défaitisme, Madeleine plante une pinède là où aucun arbre n'a jamais pu pousser. Ainsi se forme l'adolescent Christian, subjugué par l'exemple de sa mère. Femme à l'âme tourmentée mais maîtresse d'elle-même, attachée à la bienséance comme à la puissance de ses rêves. Raymond, Christian, Jacqueline, Bernard et Catherine, la petite dernière, traversent ainsi la guerre tranquillement dans le jardin enchanté. Mais cet abri voulu par leur mère est-il si sûr?
Raymond l'aîné s'est engagé durant les derniers mois. Il revient, habité par une humeur sombre qui ne le quittera jamais. Cependant, il y a aussi un monolithe noir, enquisté au bord de l'abîme, sur la falaise des enfants de moins en moins heureux. Bernard, le doux cadet de Christian, a des comportements étranges, parfois prostrés, parfois violents. Il adule son frère, le suit comme son ombre, et Christian est à son égard la tendresse même. Mais comment faire pour rassurer cet enfant qui est toujours derrière lui et dont on ne sait jamais exactement ce qu'il demande? Va-t-il pleurer sur son épaule ou le précipiter dans le vide? La famille regagne Paris, le beau quartier anonyme et mélancolique. Acclamons la victoire, l'Allemagne paiera au bal des veuves de guerre. Qu'est-ce qui mène la danse? La célébration obsessionnelle du sacrifice ou la renaissance du plaisir de vivre? En son fort intérieur, Christian a choisi. Il s'inscrit à Sciences Po pour contenter ses parents, mais il s'y attache en secret au beau Charles Edmond, un garçon de son âge, qui meurt en le laissant à un chagrin qu'il ne peut confier à personne. Enfin si, peut-être, à Christian Bérard, un gros garçon joufflu qu'on appelle Bébé. Il a les doigts constamment tachés de l'encre de ses ravissants dessins. Il est drôle et libre. Voilà, Christian et lui sont désormais amis pour la vie. Bébé l'entraîne, il ouvre la fenêtre. Regarde, Paris est une fête. Je crois que l'exposition de 1925 est un des souvenirs les plus charmants que j'ai. J'avais 20 ans, ce qui est déjà merveilleux. Et je crois que l'exposition a été le moment le plus gai, la vie du Paris d'après-guerre. La haute couture vogue aussi au long du quai des Arts Déco. Amour, délices et orgue, les trois péniches affrétées par Paul Poiret torpillent les esprits chagrins et les finances du génial créateur. La mode qu'il a lancée avant la guerre, libérant le corps des femmes et le recouvrant d'un caravansérail de turquerie, triomphe désormais auprès de la clientèle fortunée. Mais pour Christian, dont la mère s'habille chez la très sage Rosine Perrault, c'est un univers qui sent encore un peu le soufre. Et il préfère de loin aller au cinéma avec Bébé. C'est le lys brisé qui a été la première grande émotion au cinéma dont je me souvienne. Ensuite, la Jeanne d'Arc de Dreyer, l'image de Falconetti et de ses juges est une chose qui m'a bouleversé, dont je me souviendrai toujours. Cependant, la mode le hèle quand même dès qu'il traîne dans les rues au lieu d'aller à ses cours avec Paul Péan, son ami de Granville. Ce n'est plus celle de sa mère dans son nouvel intérieur Louis XVI, mais celle des flappers, les jeunes femmes à l'américaine en chapeau-cloche, secrétaires ou vendeuses, qui le regardent avec effronterie sans deviner qu'elles se trompent. Paris a aussi la fièvre surréaliste, mais ce n'est pas non plus pour lui qui voudrait tenir son inconscient à distance. Reste Jean Cocteau, l'incontournable prince des poètes autoproclamé, qui adore affranchir les petits jeunes gens. Jean Cocteau a 15 ans de plus que lui, un carnet d'adresses inépuisable, il est déjà célèbre. Sa collaboration avec Darius Milhaud, son livret des mariés de la Tour Eiffel, c'est décidé. Christian, qui joue gentiment du piano, deviendra compositeur. Or, Paris est encore sous le choc de la première du Sacre du Printemps, survenue 10 ans plus tôt. Stravinsky, Diaghilev, Nijinsky et son incandescente beauté du diable. Voilà la vraie révolution russe, bien plus belle et prometteuse que celle qui vient de jeter sur le pavé de Paris des milliers d'émigrés criant famine. J'avais 20 ou 22 ans lorsque j'ai entendu Les Noces pour la première fois et la révélation de Stravinsky a certainement marqué tous mes goûts musicaux dans la suite. À ce moment-là, je faisais moi-même de la musique et j'ai été absolument bouleversé. Si quelques amateurs distingués jouent encore les valses délicates de Christian Dior, c'est Henri Sauguet qui fut sans doute le premier à les entendre. Un de nos amis communs
me proposa un soir d'aller faire de la musique chez un de ses amis qui composait aussi. Et ce jeune ami, c'était Christian Dior, qui avait 19 ans. Il me présenta une série de pièces pour piano qui, par une coïncidence extraordinaire, apportait le même titre que des pièces de piano que je venais d'écrire moi-même et qui s'appelaient Françaises. Nous avons eu tout de suite le coup de foudre l'un pour l'autre. Nous sommes restés amis pendant tout ce temps-là. Lequel des deux entraîne alors l'autre au bœuf sur le toit? Le fait est qu'ils passent désormais des nuits entières dans le bar qui fait fureur et où se presse le tout Paris qui pense et qui danse. Mœurs très libres, fumées âcres qui ne sont pas toutes celles des cigarettes, Jean Vienner et Clément Doucet pianotent furieusement, Roland Toutain, le comédien funambule, siphonne avec Darius Milhaud et Georges Auric la réserve du patron Louis Moïsès qui fait crédit à la jeunesse. Sciences Po est décidément bien loin et Madeleine Dior a raison de se faire du souci. D'autant plus qu'un ange des ténèbres vient de poser son doigt sur les lèvres de Christian, Maurice Sachs. Écrivain talentueux et voleur impénitent, ami enveloppant et traître à quiconque s'attache à lui, il arrache Christian au plaisir somme toute raisonnable du bœuf sur le toit pour le plonger tout vif dans le chaudron du désordre de ses nuits. On commence par le rat mort, où Maurice Sachs tape quelques gogos qu'il ne remboursera jamais. Et on fonce ensuite vers le Music Box, ça va encore. Chez Tonton, ça se précise. Au bal des messieurs-dames du Magic City, on y est enfin. Une enfance à Granville, une famille bien convenable, un appartement dans le 16e, empoigné par une fausse Brigitte Helm et un solide marin à moustache, Christian se demande s'il fallait vraiment en venir jusque-là. Le service militaire l'appelle. Il l'accomplit comme une fleur. C'est un garçon qui s'adapte à toutes les situations. Madeleine Dior souffle un peu et reprend espoir. Mais à peine démobilisé, Christian s'attache à Max Jacob. Il prend le chemin de son bizarre hôtel des Batignolles, mi-faux palace et mi-clandé, où l'artiste et poète reconnu, de 30 ans son aîné, vit et peint dans une chambre modeste. Max est un homme magnifique, de charme et de talent. Il est aussi très croyant et partagé. Les Batignolles, c'est près du Sacré-Cœur et des bars à Marlou de Pigalle. Il vit aussi dans la dèche. Maurice Sachs lui dérobe tout ce qu'il peut encore gratter. Pourtant, sa chambre affiche aussi souvent complet. L'élégant acteur Marcel Héran, le subtil écrivain André Fréniaud, Henri Sauguet bien sûr, flanqué de Christian, y passent des nuits à imiter les héroïnes du cinéma et de la grande vie. Marie-Laure de Noailles est évidemment l'objet de leur convoitise mondaine. Être reçue par elle, avec le gratin des meilleurs artistes, comme Henri Sauguet, Cocteau ou Bébé, est le signe de la réussite. Mais les critères d'admission sont mystérieux. Ainsi, Barbette, le travesti américain, y a son rond de serviette, tandis que Christian, beaucoup trop timide, se contente de regarder de loin. Enfin, l'amitié de Bébé vaut bien mieux que l'indifférence de Marie-Laure. Et la zone, sur les anciennes fortifs qui abritent le marché aux puces, recèle d'autres trésors que son hôtel particulier de la place des États-Unis. Bébé et Christian adorent fouiller durant des dimanches entiers parmi les chiffonniers et dans le bric-à-brac. Ils y aiguisent mutuellement leur goût, une particularité, une originalité nouvelle, une singularité, loin des conventions du style de leur milieu, à qui l'idée de la brocante à tout vent fait encore horreur. D'ailleurs, bien que toujours dépenaillé, Bébé vit dans un décor raffiné,
sur lequel veille son compagnon, l'ombrageux et fidèle Boris Kokno, ancien assistant de Diaghilev et chorégraphe de grand talent. Kokno fait découvrir à Christian des territoires encore inconnus, la rive gauche, le Montparnasse des peintres et des modèles, où règne la plantureuse Kiki, dont le genre n'est pas tout à fait celui de Madeleine Dior. La rencontre avec Pavel Tchelitchev est décisive. Autre rescapé de la Révolution russe, peintre figuratif obstiné, Tchelitchev vit de sa peinture, contrairement à Max Jacob. C'est un proche de Gertrude Stein qui lui achète des tableaux. On les voit souvent ensemble avec un petit garçon farceur dont il s'occupe comme un père. Auprès de Pavel, Christian comprend qu'il ferait mieux de s'intéresser désormais à la peinture plutôt qu'à la musique. C'est grâce aux joyeuses soirées dans la chambre de Max Jacob que Christian Dior a rencontré Jacques Bonjean, galeriste déçu par ses premiers commanditaires. De guerre lasse, les parents Dior acceptent de financer une nouvelle galerie à condition que le nom de Dior n'y apparaisse pas. Madeleine est intraitable sur ce point. La galerie Jacques Bonjean ouvre donc dans une impasse qui ne paye pas de mine, mais éclairée par l'enthousiasme des deux associés. Ils y exposent le courant néo-romantique et l'imposent. Premier triomphe de bébé, découverte des frères Berman, dont les tableaux rappellent la plage de Granville, confirmation du grand talent de Pavel Tchelitchev. Atmosphère artistico-masculine assumée, mais à la suite de Gertrude Stein, les amateurs cultivés et la presse assurent le succès de la galerie. Jacques Bonjean est un homme délicieux. Christian se découvre une vocation pour les relations publiques, l'entente est sans nuage. Cependant, Max Jacob a décidément la main heureuse. Il ramène de Quimper, sa ville natale, Pierre Coll, un tout jeune homme, à l'intelligence acérée et au féroce appétit de vivre. Pierre Coll ne passe pas ses journées au lit, comme cet oiseau nocturne de bébé. Il court les galeries et séduit tout le monde sur son passage. Il a tôt fait de se lier avec Jacques et Christian, mais entend voler de ses propres ailes. Les néo-romantiques ont déclenché les oukases furieux d'André Breton et des surréalistes. L'habileté et les penchants esthétiques très sûrs de Pierre Coll les mettent à l'honneur. Christian aura veillé à l'harmonie générale, c'est encore un succès. Mais le danger survient toujours là où on ne l'attend pas. La bourse de Paris est l'objet de craquements inquiétants. Les fortunes privées sont atteintes de plein fouet. Que se passera-t-il si les collectionneurs aisés n'achètent plus? Enfin, il restera toujours la maison Dior, la grosse galette de Granville, à les reins solides, n'est-ce pas? Les Rums et Granville sont plus que jamais le port d'attache de Christian, où il oublie un peu son tourbillon parisien. Madeleine Dior, décidément infatigable, a fait creuser un bassin, planter une pergola, encore à l'aplomb de la falaise. C'est charmant, mais nécessite un entretien constant. Christian passe un temps fou à manier l'épuisette. C'est un jeune homme qui est toujours solidaire des entreprises poétiques de sa mère. À ce point-là, il semblerait qu'il soit bien le seul. Son frère Raymond préfère afficher indifférence et sarcasme. Curieusement, l'ambiance au Rums a quelque chose de secrètement oppressant. On respire plus gaiement quand on descend en ville et que la saison bat son plein. Christian ne quitte plus une de ses amies d'enfance, la pétulante Suzanne Lemoine, qu'il a pris en quelque sorte sous sa protection. Va donc pour la petite bande dont Suzanne est le chef incontesté. C'est elle qui entraîne tout le monde au petit troquet sur la plage ou dans les vagues. C'est étrange cette manière qu'a Christian d'aimer les jeunes filles comme des sœurs.
Mais sous sa perpétuelle bonne humeur, Suzanne est fine et sensible. Elle a compris qu'il y a des secrets qu'il faut tenir, dont Madeleine Dior mourrait si elle les apprenait. De toute manière, Suzanne n'a jamais peur de rien et toujours des idées pour qu'on s'amuse. C'est un de ces êtres rares qui ont le don du bonheur. Elle veille aussi constamment à faire sentir à Christian la tendresse infinie qu'elle lui porte. Le grand frisson de l'été à Granville, c'est la traversée jusqu'aux îles Chausey, que l'on aperçoit pendant les beaux jours depuis les Rums et la plage. C'est très tranquille et plein de charme, idéal pour les escapades de la bande à Suzanne. Pique-nique, gentils flirts et baignade. Les filles sont encore granvillaises. Paul Péan, Maud Rosaire, Nicole Riotto. Les garçons sont plus aventureux. Serge Efter-Louis suit des études de commerce à Paris. Et il y a même un lointain cousin de bébé, Jean Ozen, qui travaille plus ou moins dans la décoration. Christian est le bout en train, même s'il y a parfois une ombre qui passe quand les beaux gosses racontent qu'ils ont embrassé l'une ou l'autre de ces demoiselles. Sur ce plan, Suzanne est plus farouche. Elle écarte ses vantardises qui font de la peine à Christian. Ils s'échappent aussi assez souvent tous les deux pour aller à l'extrémité de la grande île, parfois avec un petit cousin rameur. On y trouve les ruines d'une forteresse. C'est un endroit austère dont l'isolement les fascine. L'industriel Louis Renault en a remonté les murailles et y a bâti son Xanadu face à l'océan. Suzanne dit en riant, « Voilà un homme qui plairait à ta mère. » L'autre bon moment des vacances, c'est le 14 juillet. Christian et Suzanne dansent des nuits entières sur le pélican, le foxtrot à la mode. C'est une scie, ce pélican. On ne peut pas se le sortir de la tête une fois qu'on l'a entendu. Ça évite de penser à ces garçons populaires qui vous regardent droit dans les yeux. Christian emprunte parfois la voiture de son père pour accompagner Suzanne et ses copines. On badine alors sur l'avenir. Suzanne est employée dans la réclame. Elle en a un peu assez du bébé cadom. Et si nous travaillions un jour ensemble à quelque chose de vraiment intéressant? Les beaux jours sont de plus en plus rares à la Villa Les Rums. Maurice Dior a fait de mauvaises affaires. Et pour Madeleine Dior, à l'angoisse de la catastrophe qui menace, s'ajoute une détresse sans remède. Le jeune Bernard, son troisième fils, est bel et bien fou. Dangereux pour les autres et pour lui-même. On l'interne à Pontorson, c'est assez près. On pourra aller le voir dans les moments de lucidité. Mais il n'y a pas de moment de lucidité. Les visites sont inutiles. On ne sort pas de Pontorson. On y reste jusqu'à la mort. Madeleine Dior ne se plaint pas, c'est une femme que l'on n'a jamais vue pleurer. Madeleine Dior ne fait de reproches à personne, c'est une femme qui n'attend plus rien de l'existence. Madeleine Dior a trouvé la solution, c'est une femme qui meurt. Elle laisse derrière elle un mari qui ne peut plus faire de chèques, une famille tétanisée, un Christian qui ne se consolera jamais de la perte de sa mère. Il erre parmi les bibelots, les livres, les souvenirs, tous les petits objets qui ornaient l'ordinaire de sa mère. Mais il faut déjà les rassembler pour partager. Maurice Dior est complètement ruiné, il ne reste plus qu'à vendre les Rums. Mais en ces temps de crise, une villa enchantée par les songes d'une femme n'est plus qu'une maison perdue dans le vent et qui ne vaut pas grand-chose. Elle est condamnée à s'étioler peu à peu avec des gens qui ne connaissent pas son histoire et qui l'amputent de son passé, une autre mort pour Christian qui n'y retournera jamais. À la Colle Noire, Christian Dior a voulu ressusciter les Rums et il a déployé pour les travaux autant de soins que sa mère. Bien sûr, entre la Provence et la Normandie, tout est différent, mais entre la mémoire et le cœur,
tout doit être pareil. Il confie les plans à André Svetchin, l'architecte le plus réputé de la Côte d'Azur. La maison est dans un piètre état. Tant mieux, cela permet d'imaginer. Svetchin et lui n'ont pas les mêmes idées. Ce sont des disputes à n'en plus finir, mais qui finissent quand même, lorsque Svetchin comprend que Christian Dior parle de sa vie et de sa mère à travers la colle noire. On ne négocie pas avec ce genre de sentiments. Donc, Christian Dior dessine tout. Les statues, les nymphées, l'entrée avec le sol en galets, les niches pour les bustes en marbre. Et il décide aussi de la couleur, bien sûr, ce Louis XVI qu'il persiste à attribuer à sa mère, un idéal plutôt dont il aurait sans doute aimé la convaincre. On forge la rampe d'escalier, on tapisse les murs, dessin provençal et toile de Jouy, de toute façon c'est à la mode. Et pour les toits, surtout pas de tuiles industrielles, bien sûr. La villa Les Rums s'éloigne, à moins qu'il ne s'agisse de la nouvelle maison où il voudrait que sa mère vienne. Mais hélas... À la villa Les Rums, le confort donné plutôt dans la mesure. Petite chambre partagée entre les enfants, cabinet de toilette à l'anglaise avec tub. À la Colle Noire, c'est l'inverse. Salle de bain luxueuse, chambre douillette et cossue. C'est toujours le même échange, sauf que cette fois, c'est pour contredire sa mère. D'ailleurs, il faut bien qu'elle l'admette, cette fois, l'étoile est du côté de son fils, juste au-dessus de l'alcôve et de son lit. Lorsqu'il affrontait ses parents, inquiets pour son avenir, Christian Dior leur soutenait aussi qu'il voulait devenir architecte et il professait des opinions politiques révolutionnaires. Il se glisse donc dans un voyage d'étudiant en architecture en Russie pour s'inspirer des réalisations modernistes soviétiques. Cruel déconvenu. La construction du socialisme, c'est la terreur stalinienne. Le paradis des travailleurs, c'est le spectacle de la misère. Les bâtiments sombrent dans la décrépitude, les villes sont sales, les habitants comme hébétés. Il repart persuadé que l'ordre ancien était somme toute préférable. En revanche, le retour par bateau à travers la mer Noire est un enchantement. Bazar d'Istanbul après ceux de Trébizonde. Il découvre la symphonie des couleurs, la beauté des tissus, la puissance des parfums, le jeu de la lumière et de l'ombre dans les passages encombrés, le désordre et la vitalité du commerce oriental. Mais il n'a plus d'argent, il faut revenir vite, la perspective du retour est sombre, de quoi demain sera-t-il fait ? Tout s'effondre, comme le Trocadéro d'autrefois, devant lequel jouait l'enfant Christian. Pierre Colle et Jacques Bonjean ne trouvent plus d'acheteurs pour les toiles qu'ils exposent. Christian végète, en gardien de leur galerie. Pauvre courtier, bradant ce qui lui reste sur un marché qui s'évanouit. Et pourtant, l'insouciance de la jeunesse ne les a pas encore quittés. Christian joue au piano avec la femme de Jacques et cajole leur petite fille, Geneviève, belle comme un page. Quant à Pierre, il vit un amour fou avec Damia, la tragédienne de la chanson, au caractère bien trempé. On se retrouve tous chez Jean Hugo, en Camargue. Ça n'est pas toujours drôle. Au fond, c'est le présent de bébé qui est le plus inquiétant. Désormais barbu, hirsute, plus dépenaillé que jamais, il ne quitte son lit que pour aller passer des heures dans l'entresol de Jean Cocteau et de son amant au Palais Royal. Ils se droguent ensemble à l'opium, le stupéfiant qui vous fait larguer les amarres en douceur.
On se fournit dans la petite Chine, le quartier où des types patibulaires contrôlent les arrivages de Saïgon. C'est dangereux, ça coûte cher, surtout quand on accourt à n'importe quelle heure en état de manque. Bébé dessine dans des magazines pour payer ses doses. C'est son talent et sa facilité, mais il néglige sa peinture et cache ses toiles sous son lit comme des remords. Dans son regard, désormais, la crainte d'un voyage sans retour. Cependant, la crise ne cesse de s'aggraver. Entraîné par son ami Pierre Gaxot et par son frère Raymond, Christian se retrouve pris au piège de l'émeute où le sang coule. Il ne croyait plus à la révolution, il ressent désormais que ce n'est pas non plus dans cette nuit de fureur et de détresse qu'il doit s'engager. Désormais, la misère le guette, matérielle et morale, à l'image de celle qui étreint le prince de la belle époque devenu une sorte de clochard, Paul Poiret. Et pour Christian aussi, l'âpreté de Fréhel a remplacé la douceur des valses à quatre mains, et dans les rues des pauvres, il y a un autre vagabond de plus. N'attends plus rien, rien désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. N'attends plus rien, je me demande à quoi je tiens. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne qui bourdonne. N'attends plus rien, aucune main ne me retient. Je vais erranter solitaire, si loin que j'aille sur terre. À force de ne pas se nourrir et de dormir à droite et à gauche dans des soupentes de fortune, Christian Dior tombe malade. Un début de tuberculose, la maladie qui fait peur à tout le monde. La petite bande de Max Jacob et Henri Sauguet se cotisent pour l'envoyer dans un sanatorium. L'ami lointain de Granville, Jean Ozen, lui rend visite, l'oblige à se soigner, lui remonte le moral et organise sa convalescence en l'envoyant à Ibiza. Aucun étranger n'allait à Ibiza en ce temps-là, en dehors d'une poignée de vieux Anglais excentriques, parfaits pour se reposer. Les habitants d'Ibiza ont gardé leur tradition. Ils portent le costume local, les femmes sont des dentelières réputées, elles font de très belles tapisseries à la main sur des canevas. Les heures sont longues. Christian, fasciné par leur technique, découvre à son tour l'art de pousser l'aiguille au fil de laine et de couleurs. Il poursuit sa convalescence à Callian, chez Marthe, la gouvernante de son enfance, qui y a acheté avec ses maigres économies une petite maison très modeste. Avec sa belle âme compatissante et fidèle, elle y héberge Maurice Dior depuis sa faillite. Et Catherine, la petite sœur, les a rejoints. Ainsi, au milieu de sa famille rescapée du naufrage définitif par Marthe, Christian, à son tour, retrouve la santé. Il est temps de rentrer à Paris pour tenter à nouveau sa chance. Jean Ozen, qui dessine pour la mode avec succès, l'accueille chez lui, au bord de la Seine, où il vit avec un jeune illustrateur américain surdoué, Max Kenna. Tous deux persuadent Christian, dont ils admirent le goût très sûr, de travailler avec eux. Christian acquiert vite une maîtrise remarquable. Jean Ozen connaît la terre entière. Il place les modèles de Christian auprès des grandes modistes. Madame Agnès, Rose Valois, Mademoiselle Saint-Cyr. Succès immédiat. Il fait alors miroiter à Christian le timide la prochaine étape, conquérir le monde de la haute couture, puisque Paris est la capitale incontestée avec des créateurs exceptionnels. Jeanne Lanvin est la fabuleuse garde-robe de sa fille adorée, Marie-Blanche de Polignac.
Jean Patou, le sportsman de la Côte Basque, créateur attitré des jolies femmes à dancings et gigolos. Madeleine Vionnet, l'architecte de la mode, inventrice incomparable du biais. Le capitaine Molineux, grand style, clair et net pour royauté et plume de mistinguette. Maggie Rouff, dont toute l'existence et les défilés imposent une philosophie de l'élégance. Marcel Rochas redessine la silhouette féminine avec une vigueur singulièrement moderne. Nina Ricci, la grande technicienne, habille les vedettes raisonnables comme Gaby Morley. Jacques M impose les tissus de Sonia Delaunay et imagine le bikini. Alix, la future Madame Gray, aux drapés inouïs d'élégance et de virtuosité. Men Bowker, l'américain de Paris, mais le genre New York plutôt qu'Hollywood. Elsa Schiaparelli, le grand chic italien, surréalisme et rose shocking. Balenciaga, il arrive d'Espagne, on l'appelle déjà le maître, la splendeur absolue. Gabrielle Chanel, l'irrégulière redoutable, et son monde qui rassemble la fleur de l'avant-garde. Lucien Lelong, le galant homme qui a tout compris de l'industrie de la couture. Jean Ozen et Max Kenna ont vu juste. Les dessins de Christian Dior trouvent de plus en plus aisément preneurs et il en profite pour tourner la page amère des années de vaches enragées. Roadster et installation stratégique à l'hôtel Montana, place du Palais Bourbon, avec sa sœur Catherine, et tout près de chez Marie-Louise Bousquet, véritable carnet d'adresses ambulant et hôtesse du Tout Paris des Arts et Lettres. Ainsi que de la rédaction de Vogue, où officient Michel de Brunoff et la duchesse Solange d'Ayen, êtres raffinés et généreux, possédant mieux que quiconque les clés de la haute couture. Il persuade sans peine Robert Piguet de rencontrer Christian Dior et de l'engager comme modéliste. Robert Piguet, d'origine suisse, a ouvert ses salons au rond-point des Champs-Élysées et il possède l'une des meilleures clientèles de Paris. Créateur talentueux, mais au penchant très classique, il fait marcher sa maison comme une entreprise horlogère. Pour Christian, c'est un premier emploi régulier, ainsi que la découverte d'une discipline qui n'a décidément rien de frivole. Il s'imprègne de cette organisation impeccable, fondée sur la rigueur, le travail, le partage précis des tâches et des emplois, ainsi que des bénéfices d'une société florissante. Robert Piguet admire aussi tout particulièrement Bébé, qui est dans une phase de sevrage relatif, dessine et peint pour lui, et le régale de son esprit étincelant quand il vient le voir, après avoir fini d'essuyer ses pinceaux sur son chien. Il est donc naturel que Christian se sente chez lui, malgré le caractère lunatique et la propension à diviser pour régner de son patron. En fait, Robert Piguet sent bien que le talent de Christian Dior est différent, sinon supérieur au sien. Et il a tendance à jouer au maître pour se rassurer. Mais comme il est aussi très avisé, il lui laisse rapidement les clés de ses collections, où perce déjà un style et des créations à nul autre pareil. Le Figaro diffuse aussi désormais les dessins de Christian. Ils paraissent sous la houlette de la maison Robert Piguet, comme c'est naturel, mais on connaît le nom de leur auteur. Un jeune photographe allemand qui a fui le nazisme s'émerveille de découvrir tant de raffinement. Willy Mewald devient l'ami pour la vie de Christian Dior. Cependant, Harper's Bazaar, cuirassé américain de la presse de mode, délègue à Paris chaque année sa grande prêtresse Carmel Snow. The new silhouette is slim. It molds the figure and leaves nothing to the imagination. Les jugements de Carmel sont avidement écoutés par des millions d'Américaines et par l'industrie de la confection au regard rivé sur la France. Elle a l'esprit acerbe, l'œil très sûr, la plume alerte. Elle adore Paris et encore plus au fond d'un verre de gin.
Elle retient le nom de Christian Dior et le glisse dans ses articles. Carmel a une rivale, Bettina Ballard, la main de fer de la rédaction du Vogue américain, dans celle plus ondoyante du Vogue français où l'on déjeune jusqu'à 4 heures. Mais Bettina aime autant la France que Carmel. Le rôle de Christian Dior ne lui a pas échappé. Elle insiste auprès du bureau de New York pour qu'on parle de lui. Christian n'est pas encore conscient de cette agitation transatlantique. Il se contente de s'installer rue Royale avec Jacques Humbert, un garçon de son âge, discret, bien élevé et tranquille. Une liaison à leur image qui ne fait pas de vagues à l'extérieur. Alors que les nuages de la politique étrangère sont de plus en plus menaçants, Paris s'étourdit dans une folle succession de fêtes. On y a toujours besoin de nouvelles têtes. Celle de Christian revient tout à fait au comte de Beaumont, inoxydable ordonnateur des bals costumés dont il laisse un peu traîner les factures. Ainsi qu'à Elsie de Wolf, milliardaire américaine et pionnière imbattable, du plus on vieillit et plus il faut avoir l'air jeune. Gros succès de Bébé en petit chaperon rouge à faire peur au grand méchant loup pour le bal des comtes de Perrault. Or justement, dopée par l'avalanche des cartons d'invitation, Marie-Laure de Noailles invente avec Boris Cosneau et Bébé une série de bals à thème comme autant de chefs-d'œuvre artistiques éphémères. C'est toujours beau un bal qui s'achève à l'aube, mais en ce matin de l'été 39, le jeu de mots de l'ambassadrice de Pologne « Venez danser dans mon Danzig » devient subitement amer. Hitler fait bombarder Varsovie et la guerre est déclarée. Tout est à recommencer. Christian est mobilisé dans la réserve qui doit suppléer les paysans à Méun-sur-Yèvre, en plein Berry. Pas de nouvelles de Bébé, une recrue de choix certainement pour la drôle de guerre. Mais en revanche, langage vert et plaisanterie salace de la part de Bidas qui n'ont jamais entendu parler de Robert Piguet et de Marie-Laure de Noailles. Avec sa bienveillance inépuisable, Christian s'adapte parfaitement à la situation, comme à ses nouveaux amis. Ce sont pour la plupart des garçons des villes, coupés de leurs femmes et de leurs familles, qui considèrent la campagne avec méfiance. Ils sont sidérés de voir Christian patauger gaiement en sabots dans la boue et rentrer les bêtes comme un vrai paysan. Cette solidarité active ne l'empêche pas de se réserver un abri pour dessiner. Il loge dans une maisonnette à part avec un bon poêle et il trouve dans les fermes où il travaille de quoi améliorer l'ordinaire. Le menu du réveillon dont il régale ses camarades vaut bien la carte du Fouquet's, si chère aux carettes de la grande illusion, le film de Renoir que Christian a beaucoup aimé. Au fond, Christian Dior n'a aucun des préjugés ni des réflexes de son milieu d'origine. Il aime les gens qui ne lui ressemblent pas et d'où qu'ils viennent. Une leçon de ses revers de fortune ou l'expression d'une intelligence et d'une générosité exceptionnelle. Oui, on serait bien restés tous ensemble encore un peu à Méun-sur-Yèvre, maintenant que le printemps est arrivé et qu'on pourrait aller se baigner dans la rivière avec les enfants du village. Déferlement de l'armée ennemie. Christian sort sain et sauf de la débâcle et se retrouve démobilisé dans la petite maison de Calian avec sa sœur, son père et Marthe, décidément providentielle. Mais nourrir 4 personnes démunies de tout est une gageure. Miracle, un collectionneur oublié dans la tourmente fait parvenir un mandat inespéré, de quoi acheter des semences de petits pois. Christian retrouve son amour de la terre et entraîne toute la famille dans ses plantations. C'est bon les petits pois, ça pousse vite et bien sous le soleil de Provence. Et c'est très nourrissant. On en raffole aussi sur la Côte d'Azur, qui affiche complet avec tous les réfugiés de l'Exode. Christian fait régulièrement le trajet à pied jusqu'à Grasse et ensuite vers Cannes avec le car à gazogène pour vendre ses petits pois. Christian ne se plaint jamais.
Et comme il passe, chemin faisant, devant une noble demeure abandonnée, envahie par les ronces, le château de la Colle Noire, il trompe sa fatigue en calculant par jeu le nombre de sacs de petits pois qu'il faudrait vendre pour l'acquérir. Non, décidément, ça ne suffira pas, il faut trouver une autre solution. À Cannes, c'est comme si la catastrophe n'avait pas eu lieu. Bain de soleil, soldats vaincus lorgnant les jolies femmes sur la croisette, thé dansant dans les palaces. Christian rate quelquefois le quart du retour pour rire aux espiègleries désopilantes d'une sorte d'adolescent lunaire, le charmant Marc Dolnitz. Il continue aussi à dessiner. Alice Chavannes, journaliste de mode au Figaro, envoie ses esquisses à la rédaction repliées en zone libre. Elle le persuade de rentrer à Paris, où les maisons de couture n'ont pas fermé. Christian hésite, puis abandonne ses petits pois à regret. Le Paris sous la botte offre un spectacle de désolation. La rue Royale est cernée, on a faim et froid en permanence, infamie de l'étoile jaune. Mais les Parisiennes n'ont pas renoncé à leur coquetterie malgré la bicyclette. C'est même un acte de résistance à l'égard de celles qui cèdent aux avances des ennemis et aux fêtes cyniques des boîtes à marché noir. Christian est aussi horrifié par les dérives de la mode qui virilisent les femmes, turbans militaires, uniformes aux épaules larges. Et le style zazou de la jeunesse plus ou moins rebelle lui semble aussi une insulte à l'élégance française. Lucien Lelong l'engage alors comme modéliste. Président de la chambre syndicale, c'est un homme remarquable par ses qualités humaines et son courage, face aux exigences des Allemands qui menacent de transplanter toute la couture française à Vienne et Berlin. C'est aussi un créateur expérimenté mais modeste, qui s'appuie sur ses modélistes. Il admet tout de suite que Christian est le plus brillant et il lui accorde une confiance absolue. Soulignons le grand effort accompli aujourd'hui par la haute couture parisienne afin de redonner la vie à cette industrie de luxe qui a porté dans le monde entier le goût et l'élégance française. Les modélistes se sont mis au travail afin de trouver les nouveaux ensembles qui seront adoptés cet hiver. Et bientôt, la collection d'hiver sera prête à affronter le jugement des clients. Comme nous le voyons ici, les ensembles sont adaptés aux circonstances présentes. Sobriété dans les coloris, simplicité dans la ligne, telles sont les caractéristiques des robes, des tailleurs et des manteaux que vous porterez cet hiver, mesdames. Et malgré les restrictions de tissu, ce sont désormais les modèles de Christian Dior qui portent la maison Lucien Lelong. Il y règne d'ailleurs une atmosphère très amicale. Christian se lie ainsi avec un autre modéliste, Pierre Balmain, et découvre en Raymond Zenacker, directrice du studio, l'âme sœur qui comprend tout. On ne vivait que dans l'espoir qu'on gagnerait. Nous nous sommes tous beaucoup aimés les uns les autres. Lucien Lelong délègue aussi à Christian les garde-robes de cinéma. Denise Tual, dont le mari réalise le lit à colonnes, Odette Joyeux, la grande vedette, ne réclame plus que lui. Mais c'est un travail assez ingrat, trop de contraintes. Le scénario intime de Christian n'est pas celui des films. Il apprend aussi autre chose d'essentiel. Lucien Lelong a sauvé la couture française contre Vichy l'occupant sans perdre son âme. Ainsi, il n'est pas de grande œuvre sans le socle de la morale. Or, la clientèle n'a pas non plus disparu, même s'il s'y glisse quelques souris grises germaniques et autres rongeuses qui ont fait leur bon beurre au marché noir. Raison de plus pour promouvoir un chic féminin inaltérable. Ainsi, Jacques Fat, nourri au lait de la peinture et de la mode depuis son enfance, et qui a ouvert sa maison avant la guerre, dispose d'un atout exceptionnel en plus de son talent, sa femme Geneviève à la beauté solaire. Et Marcel Rochas, le modèle de Falbala, est accompagné de la belle Hélène, promise au destin de reine de Paris.
Christian n'oubliera jamais ni la cruauté ni la ferveur de ce temps-là. En cette période si désolante, c'était absolument merveilleux de voir qu'avec si peu de choses, si peu de moyens, on pouvait vous apporter tant et tant de promesses. Il vit alors avec Catherine. Ils se sont toujours préférés, mais il y a une fêlure indéfinissable dans leur connivence que Christian ne s'explique pas, comme un secret. Rien de tel avec Pierre Coll, qui l'invite à fuir l'atmosphère oppressante de Paris dans sa maison de Fleury-en-Bière. Il s'est marié avec Carmen, une jeune femme délicieuse et poétique d'origine mexicaine, qui lui a donné 3 petites filles. La vocation de parrain s'épanouit pour celui qu'elles appellent Thio Christian. Chez Pierre et Carmen, il retrouve aussi un peu de l'air d'autrefois. Derain est un habitué de la maison et Pierre n'a pas renoncé à sa carrière de galériste. Et puis il a enfin de bonnes nouvelles de Bébé, qui s'est installée dans le Midi et navigue entre la comtesse Pastré, bienfaitrice de Marseille, Jean Hugo en Camargue et un petit cabanon près de la mer. Provisoirement sevré d'opium, libéré de toute frivolité mondaine, ainsi que de l'ennuyeuse obligation de se laver tous les jours, Bébé s'est remis à la peinture et travaille sans relâche. Il cherche à rattraper le temps perdu, à courir, le cacher pour payer ses doses. En revanche, le drame de Max Jacob étreint tous ceux qui l'aiment et souligne pour Christian l'atrocité de cette époque. Le peintre et poète s'est réfugié à Quimper, sa ville natale. Il s'y sent protégé par la population locale et des traditions rétives à s'incliner devant la loi de l'occupant. Même le commissaire a hésité à tamponner ses papiers avec le cachet qui le désigne au danger. C'est Max qui a insisté, par bravade et parce qu'il se sente intensément catholique. Pourtant, l'étau se resserre et il ne sait pas se cacher. Des amis sûrs l'emmènent à la campagne. Une logeuse au grand cœur le garde sous clé. Il continue à narguer ses ennemis. La Gestapo l'arrête. Il meurt à Drancy de détresse et d'épuisement quand Christian Cocteau-Sauguet se démène à Paris pour tenter de le faire libérer. Le secret de Catherine se déchire alors brusquement. Agent de liaison d'un réseau de résistance, elle est prise, torturée, emportée à Ravensbrück dans le dernier train qui part de Paris. Comment Christian, consumé par l'angoisse et le chagrin, pourrait-il partager le fol élan de joie de la libération? Sur les visages radieux des jeunes filles qui accueillent les libérateurs, il ne voit que les traits de sa sœur. Et c'est avec l'énergie du désespoir qu'il dessine le tailleur Welcome qui leur irait si bien et dont il ne sait si elle le portera un jour. L'hiver 1945 est atroce, plus froid que jamais. Christian écrit constamment à son père et à Marthe pour leur remonter le moral. Des rumeurs circulent selon lesquelles Catherine serait encore vivante, mais comment vérifier? Et puis il faut continuer à travailler tous les jours, la discipline sauve du désespoir. Survient la nouvelle inespérée. Catherine a échappé à la mort. Elle est dans l'un des trains qui ramènent les rescapés des camps. Ce sont des femmes à tout jamais marquées au plus profond d'elles-mêmes, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, et qui portent sur leur visage les stigmates des souffrances qu'elles ont endurées. Devant Catherine, désormais la détestation définitive des extrêmes appartient à Christian, l'homme qui ne savait pas haïr. Les années de guerre ont coupé la haute couture française des marchés américains. Jamais à court d'idées, Lucien Lelon imagine alors de la faire voyager sous la forme de petites poupées. Il appelle Bébé comme metteur en scène. Je fais ça
pour que les Américains aient le dernier goût de Paris, avec tout ce que cela comporte de tradition. Car le théâtre que je fais, qui invitera les poupées, est fait suivant la tradition du XVIIIe siècle, mais avec tout ce que ça peut comporter de moderne et d'amusant. Tout ça sera divers, et c'est ça que nous cherchions à faire, c'est de tendre à une diversité générale. Compte tenu des restrictions, il était impossible de faire voyager de vraies collections avec de vrais mannequins. Mais tous les couturiers s'y sont mis avec enthousiasme, les poupées sont si bien réalisées, les décors tellement soignés que l'idée géniale remporte un succès fou, et notamment à New York, où Carmel Snow triomphe sur le thème « Je vous l'avais bien dit, Paris sera toujours Paris ». Elle s'y précipite d'ailleurs avec autant de fougue qu'elle en mit à lancer Lorraine Bacal, dans des conditions invraisemblables, transport de troupes, aérodrome dévasté. Un genre d'héroïsme pour le chiffon dont sa rivale Bettina Ballard mesure la vraie grandeur. Elle accourt elle aussi après 4 ans sous les drapeaux, mais plus sensible que Carmel aux ravages de la guerre sur les cœurs et les consciences, elle porte d'autant plus de soin à mettre en scène la renaissance de la couture française. Carmel et Bettina sont à l'affût de tous les créateurs qui incarneraient leur passion pour la couture et la France. Ainsi Jacques Fath, qui donne l'impression qu'aucune tragédie ne pourrait l'affecter et qui marche d'un pas qu'on pourrait définir dansant et léger vers les pages de leur magazine. La Parisienne élégante est de retour, mais la clientèle américaine doute encore. Celui qui ne doute pas en revanche de son avenir, c'est Pierre Balmain. Il vient de quitter Lucien Lelong pour monter sa propre maison où il invite la jolie madame, un peu plus âgée, plus bourgeoise et plus rangée. Le départ de Pierre Balmain a désolé Lucien Lelong et s'est effectué dans les larmes de toute l'équipe et de Christian plus particulièrement. Mais le patron ne se fait pas d'illusions. Malgré ses scrupules et ses dénégations, il sait que Christian suivra l'exemple de Balmain. Or, un retour mesuré à l'optimisme assure la fortune d'un couple de héros modernes dans l'imaginaire des Français, le cheval gagnant et son propriétaire. À cet égard, les victoires à répétition de l'écurie de Marcel Boussac et la forte personnalité du milliardaire n'ont pas échappé à Christian Dior. Mais le trop poli et trop timide Christian ne sait pas comment entrer en contact avec l'homme tout-puissant et redouté qui pourrait le commanditer. Il ne sait pas non plus que Marcel Boussac a Philippe et Gaston sur les bras, la bonne maison d'autrefois, désormais moribonde, et qu'il cherche l'oiseau rare susceptible de la relancer. Marcel Boussac a fait sa fortune dans le textile après avoir racheté la toile d'avion des coucous de la Grande Guerre. Mais cet homme qui règne sur un empire désormais immense a une fibre sentimentale secrète qu'il réserve à sa seule épouse bien-aimée, l'ancienne cantatrice Fanny Eldy, une femme forte, avisée, régulière. Elle lui parle de Christian Dior pour Philippe et Gaston. L'un de ses collaborateurs est marié à une jolie poule dans le genre rigolote qui a su se caser à temps, Nadine Picard. Elle est également entichée de Christian Dior. « C'est bon, qu'on me l'amène », tonne le despote. En se rendant au rendez-vous, Christian ramasse sur le trottoir une étoile en métal tombée d'une voiture à cheval. C'est un présage, il n'a rien à perdre, il va demander le maximum. Prenez garde aux timides, il renverse les colonnes du temple. Marcel Boussac a tout de suite compris. Avec Christian Dior, ce sera le tiercé gagnant, la beauté, la fortune et la gloire. Dès le début, la Providence se plie aux volontés inflexibles de Christian Dior. Ce sera le petit hôtel du 30 avenue Montaigne et nulle part ailleurs.
Victor Grandpierre partage avec Christian la nostalgie des mêmes paradis d'enfance. On recevra donc les clientes comme dans une maison de bonne aloi, décorée mais pas décorative. Ils réinventent ensemble le monde idéal de Madeleine Dior, les éclairages des tableaux de Helleu et de Boldini, ces ovales, ces meubles peints, ce gris Louis XVI qui était passé de mode ou que l'on avait oublié parce qu'il n'avait en fait jamais existé. Christian veille à tout, il est devenu son propre maître, avec pour seule ambition la réussite. On ne mesure pas ce qui lui en coûte, tant il paraît toujours si sensible et gentil. Et maintenant, la garde rapprochée, celle qu'il aime, Marguerite Carré, formidable première de chez Patou, Mitza Bricard, une dame avec un passé, Raymond Zenacker, la confidente de chez Lelon. Christian a convaincu Marcel Boussac par la netteté de son projet. Après la misère de la guerre et la vulgarité des nouveaux riches du marché noir, il faut recréer le luxe, le fini parfait, le bonheur de l'élégance qui s'impose naturellement. Madame Marguerite veillera à la parfaite confection des collections imaginées par le patron. Madame Raymonde assurera le calendrier, les commandes, le fonctionnement d'un navire où il y a déjà 100 personnes. Quant à Madame Bricard, comment ne pas écouter celle qui répond à des admirateurs empressés? Il faut 3 hommes dans la vie, un pour le chic, un pour le chèque, un pour le choc. Et pour les salons et la vente, ce sera évidemment Suzanne Lulling, la Suzanne de Granville. Un jeune homme se présente pour l'emploi de chauffeur, Pierre Perrotino. Le patron l'engage sur sa bonne mine. Perrotino découvre un monde dont il ignorait l'existence et s'attache à celui qui lui a donné sa chance. Concevoir au moins une centaine de modèles demandant une virtuosité technique et un faste disparu implique de trouver des tissus originaux et adéquats quand on n'a connu que des ersatz pendant la guerre. Or, il n'y a pas grand-chose, et ce qui reste est pauvre ou de mauvaise qualité. Une magicienne aux allures de bonne mamie, André Brossin de Méret, trouve ce qui plaira au patron, chez des fabricants qui ne travaillaient plus ou à l'étranger, en Italie surtout. Le souffle d'excitation qui entoure la naissance de la maison attire de nouveaux talents. Assisté du modeste Monsieur Déo, le jeune et surdoué Pierre Cardin devient le premier de l'atelier tailleur. D'origine vénitienne, apprenti à 14 ans, assistant de bébé pour La Belle et la Bête, après un passage éclair chez Schiaparelli, il a le sentiment d'avoir trouvé son port d'attache. 60 ouvrières s'entassent au dernier étage. La moitié d'entre elles sont venues avec Madame Marguerite, mais il faut qu'elles apprennent à se connaître les unes les autres. C'est un monde au professionnalisme impeccable et à la hiérarchie sévère, où le génie de la main sollicite le travail de l'intelligence. La haute couture paye mal. Les grèves sont fréquentes et dures. Elles épargnent la maison. On ne sait pas encore ce qu'elle va devenir et Madame Marguerite n'est pas très syndicale. La cabine où se changeront les mannequins est encore vide, comme les maisons closes que Marthe Richard vient de faire fermer. Ainsi, plusieurs jolies pensionnaires désormais sans emploi postulent. Elles savent marcher, c'est indéniable. Mais elles n'ont pas tout à fait le genre que recherche le patron. Finalement, Noël, Paul, Yolande, Lucille, Tania et Marie-Thérèse, anciennes de chez Lelon ou amies de Suzanne, sont engagées. La baronne de Turckheim, dite Tutu, est la madame de la fanfare. À tout essaim d'abeilles, sa reine. En l'occurrence, c'est Allah, beauté russo-mandchou, venue par hasard pour accompagner une amie. Elle parle peu, mais dans toutes les langues. Elle est secrète, mystérieuse, impassible.
Bonne copine si on ne vient pas la chercher, dangereuse si on lui manque. De toute façon, on n'est pas là pour s'amuser. Enfermés dans une mansarde autour d'Hélène Levaché, les dames de la publicité ont l'air de chaisières et Jacques Rouette, le directeur dépêché par Boussac, garde aimablement la bonne distance avec tout le gynécée et notamment les vendeuses. Au déjeuner qu'il offre à ses collaboratrices, Christian Dior rappelle parfois le propos d'une diseuse de bonne aventure de Granville qui lui prédisait qu'il réussirait par les femmes. Suzanne Lulling utilise une autre méthode pour forcer la chance. Elle raconte partout que la collection sera sensationnelle, mais qu'il ne faut surtout pas le dire. Christian a dessiné au calme, à Fleury, chez Pierre et Carmen Coll, mais la réalisation est ardue. Les femmes fleurs en corolle impliquent des tournures inédites. Si Madame Marguerite est bien à son affaire, il faut que les ateliers suivent. La date pour la présentation de la collection a été fixée au 12 février 1947. Difficile de trouver un pire moment. Il neige sans discontinuer, la température affiche plusieurs degrés au-dessous de zéro, il n'y a pas de charbon et on gèle. Pour tout arranger, la presse se met en grève, Suzanne est au sans-coup, il n'y aura rien sur la collection dans les journaux. Et puis son père vient de mourir, il confie à Suzanne « Si maman avait vécu, je n'aurais jamais osé ». Mais le bouche à oreille a bien fonctionné. Le tout Paris des dames élégantes a bravé le froid, le silence de la presse et bourdonne d'impatience presque aussi fort que Marie-Louise Bousquet. Dans la cabine, c'est la folie. On est en retard. La jeune femme qui doit annoncer les robes a mélangé ses fiches et Marie-Thérèse, qui passe la première, a tellement le trac qu'elle fond en larmes. Mais Mitza sourit. Et c'est de bon augure. Au fond, le fait que l'hôtel particulier soit décidément trop petit est un avantage. On assiste à la collection les uns sur les autres dans une ambiance survoltée. Les applaudissements se répandent comme une onde de choc et la photographe Pat English ne dérange personne, elle est accrochée comme un porte-manteau. Face à face, Carmel Snow avec la photographe Louise Dalvolf et Bettina Ballard avec Michel de Brunoff sont trop occupés à saisir l'événement pour se toiser. Bébé est assis par terre avec son toutou chéri Jacinthe et beau joueur, Lucien Lelong a tenu à venir assister au triomphe de son ancien protégé. C'est l'arrivée du tailleur bar porté par Tania qui marque définitivement qu'une révolution vient de survenir et que l'on passe d'une période à une autre. Bébé peut dire à Marie-Louise Bousquet qu'il soit heureux ce soir, il ne sera plus jamais tranquille. Et la comtesse Greffeuil, spectre du passé, c'est bien, le petit Christian a fort travaillé. La joie de la maison estompe d'un coup la tension des mois de travail. Personne n'a jamais douté de l'enthousiasme que le patron instillait avec tant de douces résolutions et désormais, on ne l'appellera plus que Monsieur Dior. Les grands magazines saluent désormais la réussite de Christian Dior. Et pourtant, que s'est-il réellement passé ? Carmel Snow trouve la réponse en une formule définitive. Le tailleur bar et la collection Christian Dior, c'est le New Look. Elle a câblé la nouvelle à New York. Acheteurs et journalistes qui étaient déjà partis reprennent le bateau en sens inverse. Un avis de Carmel, c'est une injonction. Et les photos de Louise Dalvolf, qu'elle scrute avec soin dans sa chambre de l'hôtel Saint-Régis, vont faire le tour du monde. Bettina Ballard est moins concise, mais tout aussi explicite. Nous avons été les témoins d'une révolution dans la mode, en même temps que d'une révolution dans la façon de montrer la mode. Elles sont pour une fois tellement d'accord qu'elles signent une paix provisoire et s'asseyent côte à côte chez Balenciaga. Amour, tendresse, corolle, bonheur, la grâce française vient de renaître.
faite de luxe raffiné, de corps féminins comme des fleurs, de silhouettes doucement galbées, avec la nudité que l'on espère et la pudeur que l'on souhaite. Et Christian Dior de préciser, la maison Christian Dior profita du retour des esprits à un idéal de bonheur civilisé. Il reste quand même des poches de résistance, où l'on considère l'avenue Montaigne comme l'antre de la dépravation et la profusion des étoffes comme des gaspillages insolents et des provocations insupportables. Ainsi, les poissardes de la rue Le Pic se déchaînent contre un infortuné mannequin que des photographes petits malins ont entraîné dans un piège. C'est une controverse que François Giroud efface d'un dernier mot. Christian Dior était inconnu le 12 février et célèbre dans le monde entier le 13.